Nous sommes à Paris, en janvier de l'année 1800, à la fin de la Révolution française. Après le coup d'État du 18 Brumaire, le général de l'armée d'Italie, Napoléon Bonaparte, devient premier consul. Sans plus attendre, il se met au travail. D'abord, il faut contrer la menace de l'invasion. Les Allemands, en effet, font marcher deux armées. L'une sur la frontière des Alpes, l'autre sur la frontière du Rhin. Pendant ce temps, les Chouans se révoltent dans l'Ouest. Ils sont aidés dans leurs efforts par la marine britannique, qui resserre les mailles de son blocus pour la 8e année consécutive. Conséquence, les revenus commerciaux de la République s'écroulent. L'économie est au bord du gouffre. La misère est partout. Un terreau fertile pour la propagande royaliste, dont les plus irréductibles débordent d'imagination pour faire assassiner le premier consul. Bataille de France, saison 2, épisode 3. Dans cette nouvelle vidéo, nous tenterons d'expliquer les raisons profondes qui ont conduit l'élite politique à renforcer toujours plus l'exécutif et le pouvoir de l'armée. Autrement dit, nous essaierons de comprendre pourquoi, après 15 années de révolution, Bonaparte est devenu Napoléon Ier, pour faire de la République l'Empire des Français. Au premier jour de l'an 1800, la situation politique, économique et sociale de la France semble vaciller toujours plus vite. Les troubles atteignent d'abord les frontières du pays. La deuxième coalition, formée autour du Saint-Empire, de la Russie, de l'Empire ottoman et du Royaume-Uni, a déjà déclenché les hostilités. Par chance, les désaccords entre le tsar et les Autrichiens ont conduit à un retrait des Russes. Une mésentente qui donne du temps à Paris. Mais quoi qu'il en soit, les coalisés restent toujours menaçants. Et ce danger est d'autant plus grand que les républicains doivent aussi résoudre leurs problèmes intérieurs. Les Chouans et les Vendéens ont été fédérés par Cadoudal pour soulever les régions de l'Ouest. Ils facilitent ainsi la tâche aux Britanniques, qui resserrent les mailles de leur blocus afin d'étouffer l'économie française. Et c'est peut-être là, d'ailleurs, que se trouve le plus immense des problèmes. Les richesses du royaume de France étaient basées sur le commerce colonial. Presque toutes les industries et les services publics de l'époque étaient financés par les revenus tirés des Indes et des Antilles. Les résultats, après la fuite des nobles, après l'insurrection de l'Ouest, après la défection de la marine, il n'y a plus de capitaux dans la République. Et puisqu'il n'y a plus de capitaux, alors il n'y a plus d'investissement public. On n'arrive même pas à percevoir l'impôt correctement. Le chômage, la misère, dans toutes les villes, partout, ce qui donne l'impression que la Révolution n'a rien construit de positif. Certains pensent donc au rétablissement de la monarchie comme une solution à leurs problèmes. Et c'est pour l'éviter, justement, qu'un coup d'État s'est opéré contre le Directoire. Un putsch au cours duquel Napoléon Bonaparte s'est illustré pour devenir premier consul dès le 9 novembre 1799. Les élites politiques lui font alors part de leurs priorités. L'ordre et la sécurité, la tranquillité publique, à n'importe quel prix, par n'importe quel moyen, afin que perdurent à tout jamais les institutions de la République. Dès le début de l'an 1800, la priorité du nouveau gouvernement, formé autour de Bonaparte, de Sieyès et de Talleyrand, est de donner à la France un régime politique stable, solide et capable de ramener l'ordre dans le pays. Mais la tâche n'est pas si simple. Le paysage politique français de l'époque connaît en effet des divisions très profondes. C'est à tel point que certaines factions paraissent même irréconciliables. Et pour illustrer notre propos, nous pouvons tenter de dresser un tableau synthétique comprenant 2 colonnes. Dans celle-ci, nous pouvons y inscrire les principaux courants idéologiques de l'an 1800. Nous aurions donc, à droite, les royalistes, et à gauche, les républicains. Ces 2 camps sont eux-mêmes divisés en plusieurs sous-groupes. Du côté royaliste, nous trouvons les partisans de la monarchie de droit divin, avec le retour de Louis XVIII comme la première des revendications. Ensuite, nous trouvons les partisans de la monarchie constitutionnelle. Ces derniers sont plus en phase avec les idées de la Révolution, et pour preuve, ils veulent même un pouvoir composé par une assemblée nationale et par un roi, avec Louis-Philippe d'Orléans comme candidat favori. Les 2 factions royalistes se différencient donc sur de nombreuses questions. Les fidèles de Louis XVIII veulent s'appuyer sur la noblesse et sur l'Église catholique, tandis que les partisans de Louis-Philippe comptent de nombreux soutiens parmi la bourgeoisie. Toute la différence entre les 2 courants se trouve ici. Les uns promeuvent le retour à l'ordre ancien, les autres entrevoient l'avenir sous la perspective du libéralisme. Ils partagent d'ailleurs cet objectif avec une partie des républicains, qu'on pourrait appeler ici les modérés. Eux aussi trouvent nombre de leur soutien chez les bourgeois, car leur priorité
c'est de sauvegarder les acquis de la révolution libérale, celle de 1789, celle qui, selon eux, n'a pas fait sombrer la France dans les méandres de la démocratie. Tout le contraire en revanche pour les Jacobins. Ce groupe entrevoit la République comme un modèle de souveraineté populaire. Partout, il faut changer les consciences. Partout, il faut éduquer les masses. Partout, il faut armer les citoyens pour que jamais la royauté ne revienne dans le pays. Ce programme, qui s'appuie essentiellement sur les masses, est soutenu par une partie de la classe moyenne, comme les ouvriers, les artisans, mais aussi, et surtout, par de nombreux cadres de l'armée française. Au sein de cet échiquier politique, il existe alors 3 positionnements possibles pour former un gouvernement. Le plus simple serait de s'appuyer sur une alliance des royalistes. L'avantage de cette option est qu'elle conviendrait à une immense majorité de Français, surtout dans les campagnes. Mais cependant, elle risque de déchirer l'élite politique. Certains, en effet, refusent l'idée que le royaume soit détaché de l'Église catholique. D'autres, comme le décrit si bien Madame de Staël dans son roman Delphine, publié en 1800, s'éprennent d'une admiration sans précédent pour le libéralisme à l'anglaise. Et à leurs yeux, un projet politique qui ignorerait les progrès de 1789 ne serait pas digne d'être soutenu. L'option du retour à la monarchie semble donc impossible. Mais qu'en est-il du maintien de la République ? La réponse est sans équivoque. Perte de la Bretagne, révolte du Midi, émigration des nobles, fuite des capitaux, invasion du territoire, désastre économique. Bref, l'option républicaine semble intenable sur le long terme. Que faire alors ? Que faire pour satisfaire à la fois l'opinion publique, avide d'un retour à l'ordre, et pour satisfaire la bourgeoisie, avide de libéralisme ? L'option choisie par Bonaparte est donc de proposer un régime de synthèse. Tout d'abord, sécuriser les intérêts de la classe dominante, la bourgeoisie libérale. Sous l'égide de Cambacérès, on fait codifier, écrire et diffuser un ensemble de lois et de règlements qui garantissent la libre entreprise, la libre association et qui encadrent même la vie de famille. Le Code civil fait son apparition. Il sera promulgué en 1804. Mais ce code libéral risque d'irriter les Jacobins, promoteurs de la force collective et de la nation en armes. Là encore, Napoléon Bonaparte promet des garanties. L'armée républicaine restera le pilier du gouvernement. Chacun, riche comme pauvre, aura ses chances d'élévation sociale s'il prend les armes. Et puis, pour les ouvriers, il maintient le financement des cantines populaires qui leur garantissent un repas chaud et quotidien. Sur l'échiquier politique de l'an 1800, le nouveau régime semble donc trouver des soutiens. Mais il reste encore les insurgés royalistes, les soutiens indéfectibles des Bourbons. Bonaparte joue ici la carte de l'apaisement. Il promet, en l'échange de la paix, l'abandon de toute poursuite judiciaire contre les Chouans et contre les Vendéens. De plus, il garantit en France le libre exercice du culte catholique, en promulguant le Concordat, signé de la main même du pape en personne. Bref, le régime politique dirigé par Bonaparte réussit le pari de la synthèse, du moins pour l'instant, car il faut encore museler l'opposition pour éviter que les conspirateurs ne déstabilisent le pouvoir. Et pour prévenir toute menace, les putschistes donnent le ministère de la police à l'intraitable Joseph Fouché, un homme puissant, un homme influent, et surtout, un homme sans scrupules. Fouché met au point, en effet, des stratégies policières tout à fait originales pour l'époque. Tout d'abord, il finance à hauteur de 35% de son budget l'acquisition de cafés, de théâtres, de salons de thé et d'autres lieux de divertissement urbain. Le ministre met ainsi la main sur des établissements prisés dans lesquels la haute société se croise, se rencontre et bien entendu discute de tout, de leurs soucis quotidiens, de leurs affaires privées, de leurs opinions politiques. Et le malin Fouché, bien évidemment, recrute une armée d'informateurs. Des gens qui écoutent, des gens qui rapportent les conversations. Mais pas seulement dans les salons de thé, on en trouve aussi dans les usines, dans les marchés, dans les lieux de rassemblement populaires. Fouché va même jusqu'à payer des prostituées, directement dans la rue, pour qu'elles espionnent jusque dans l'intimité des suspects. À ce petit jeu, Fouché est le premier des champions. Il finit par connaître tout le monde. Il entretient des fiches, des archives, des dossiers sur les hommes d'État, sur les hommes d'argent, sur ses ennemis comme sur ses alliés. Il connaît leurs habitudes, leurs activités, leur sexualité. Il connaît tout, tout sur tout le monde. Et pour cela, il est craint et respecté. Respecté, mais détesté, sauf peut-être par le premier consul, qui lui reconnaît que son ministre est aussi talentueux qu'indispensable. Voilà donc, en deux termes simples, ce qu'est la synthèse napoléonienne en 1800. Garantir les acquis de 1789, tout en donnant des gages à la gauche radicale et aux royalistes. Et pour le peuple, pour les milieux d'affaires et pour tous ceux qui prient pour un retour à l'ordre après 10 ans de troubles, Bonaparte offre la stabilité. En un mot, comme le proclame la nouvelle constitution de l'an 1800, la révolution est fixée aux principes qui l'ont commencé. Et désormais, elle est finie, elle est terminée.
Si Bonaparte espère stabiliser à tout jamais la République, en mettant un terme au processus révolutionnaire, il doit encore gagner la guerre contre la coalition. Au printemps 1800, la situation peut se résumer de la façon suivante. Le premier consul dispose de 3 armées. Une première, forte d'environ 100 000 hommes, est placée sous le commandement de Moreau pour protéger la frontière du Rhin. Une deuxième, sous le commandement de Masséna, tente de résister contre les Autrichiens et les Allemands en se réfugiant vers Gênes, en Italie. Enfin, dans les environs de Dijon, Bonaparte fait préparer une armée de réserve, prête à se déployer au nord ou au sud des Alpes, en fonction du besoin. Du côté européen, on s'attend à ce que les Français envoient des renforts sur le Rhin. Pourquoi ? Parce que si le général Jean d'Autriche parvient à percer les lignes, il pourrait menacer directement la Belgique, l'une des régions les plus riches de la République. C'est d'autant plus probable que la frontière italienne, constituée de hautes montagnes, est bien plus facile à défendre. Bonaparte veut donc conforter la coalition dans son pressentiment. Il prend position à Dijon, auprès de l'armée de réserve. Là-bas, il crie sur tous les toits que les soldats doivent se préparer à traverser le Rhin, à piller l'Allemagne, à marcher jusqu'à Vienne. Un message qui ne passe pas inaperçu auprès des espions, acquis à la solde de l'ennemi. Et ces derniers font bien leur travail. Ils informent leur commandant que le premier consul s'apprête à renforcer Moreau, au nord des Alpes. Sauf que la véritable intention de Bonaparte est de prendre un tout autre chemin. Il veut surprendre les Autrichiens, non pas en Allemagne, mais en Italie. Et pas n'importe comment. Il sait qu'il existe un passage, un chemin, un raccourci qui relie la France aux plaines de la péninsule italienne. Ce raccourci, c'est le passage du Grand Saint-Bernard, une route connue de tous, mais dont personne n'a encore osé faire transiter toute une armée. Et cet exploit, que tout le monde pense impossible, Bonaparte fait le pari de le réussir. Ainsi, au mois de mai 1800, il s'élance avec 40 000 hommes sur les routes de haute montagne, malgré le froid, malgré la neige, malgré le terrain impropre au mouvement de troupes. Les soldats doivent aussi lutter contre les garnisons qui tiennent les villages et les châteaux forts. Et le plus célèbre d'entre eux, le fort de Bar, si haut perché sur la roche, résiste à de nombreux assauts. C'est d'ailleurs ici qu'un certain Henri Beyle, dit Stendhal, fait son baptême du feu. Lui, qui vient à peine de s'engager dans l'armée, il nous raconte la scène suivante. Nous avons grimpé la montagne sous le feu continuel du fort. Ce qui nous a fait le plus de peine, ça a été nos chevaux, qui à chaque sifflement de boulet ou d'obus, se précipitaient de 5 à 6 pieds. Le futur écrivain décrit avec peine ce que Bonaparte tentera de glorifier. Une traversée audacieuse, difficile, mais héroïque. L'épopée inspirera le plus célèbre des tableaux de David, où l'on voit le premier consul, la figure calme, rassurante, sur un cheval fougueux, déportant d'énergie. Le contraste est fort, et le coup tactique est à la hauteur de l'enjeu. Le 13 mai 1800, Bonaparte surprend tout le monde en débarquant subitement dans les plaines de l'Italie. Son opposant, le feld-maréchal von Mélas, ne s'attendait pas à ça, car désormais, il se retrouve coincé entre l'armée de Masséna et les renforts français. C'est donc un coup de maître de la part du premier consul. Du moins, c'est ce qu'il pense, car il est une chose qu'il n'avait pas prévue. Le 4 juin, la ville de Gênes capitule. Le siège, qui dure depuis plus de 3 mois, a opposé les Français aux attaques combinées des Autrichiens et des Anglais. Les engagements ont été violents, terribles. Certains officiers de la République se sont même distingués. Un certain Jean-Dieu de Soult, brillant organisateur, qui n'hésitait pas à se mettre en danger. Mais quoi qu'il en soit, la ville de Gênes est bien tombée, et désormais, Bonaparte se retrouve prisonnier de son propre piège. Les Français doivent agir en catastrophe. La première chose à faire, c'est de trouver l'ennemi. Le premier consul envoie donc le général Lannes, le général Victor, le général Dessay et le général Lapoipe dans toutes les directions. Et c'est Lannes qui trouve les Autrichiens en premier. Dans les environs de Montebello, le général Lannes engage l'adjoint de von Mélas, le général Hoth, dans un furieux combat. Bonaparte et Victor doivent même venir à son secours pour éviter une déroute. Le premier consul prend donc position à San Giuliano, près d'Alexandrie. Il sait que le gros des forces autrichiennes n'est pas bien loin. Mais où est-il exactement? Par où va-t-il attaquer? Et voilà que Murat, avec sa cavalerie, trouve un autre maréchal autrichien, Oreilly, tout près d'un village appelé Marengo. Bonaparte y rassemble immédiatement ses troupes, et le 14 juin, il ordonne que l'on se déploie en position défensive, le long d'un cours d'eau, la Fontanone. Les Français font donc face à la forteresse d'Alexandrie. Mais la question est la suivante. Combien de forces l'ennemi a-t-il rassemblé dans la ville? Est-ce que von Mélas s'y trouve avec le gros de ses troupes? Ou les Français sont-ils tombés dans un piège? Le Corse n'a pas le temps de trouver les réponses. Le 14 juin 1800, le feld-maréchal von Mélas traverse la Bormida avec 30 000 hommes, tout droit sur Marengo. Bonaparte est surpris. Lui qui voulait choisir le champ de bataille, lui qui voulait garder l'initiative, c'est lui, au final, qui se fait attaquer. Il envoie alors des messages à Dessay et à Lapoipe.
Ces derniers doivent se porter à son secours de toute urgence, car en cet instant, les armées de la République ne sont pas prêtes pour résister à un assaut général. Nous sommes le 14 juin de l'an 1800, sur les rives de la Bormida, près d'un village appelé Marengo. Ce jour-là, le feld-maréchal Bénédicte von Mélas, avec 30 000 hommes et 100 canons, surprend son adversaire Bonaparte en l'attaquant de front. Le premier consul est dans une situation délicate. Il ne dispose que de 24 000 hommes, mais surtout, il ne peut compter que sur à peine 15 pièces d'artillerie, un nombre insuffisant pour jouer d'une même puissance de feu avec les Autrichiens. Bref, si les renforts de Desaix et de la Poipe tardent trop à se porter à son secours, la partie sera perdue. Mais plus qu'une défaite militaire, un échec devant les murs d'Alexandrie signifierait nul autre qu'une remise en cause des pouvoirs politiques accordés à Bonaparte après le 18 Brumaire. L'enjeu est donc de taille pour Napoléon, qui n'a pas d'autre choix que d'exécuter le plan suivant. Le général Victor tiendra le centre et la gauche de la ligne de défense en se réfugiant dans Marengo. Lannes, quant à lui, devra tenir la droite du dispositif. Du côté autrichien, les trois colonnes des généraux Hoth, Aureilly et Keim auront pour tâche d'enfoncer les positions françaises. L'offensive principale portera sur le village, afin de couper les Français en deux avant que la cavalerie ne les déborde sur les flancs. Sûr de sa victoire, von Mélas déclenche les hostilités. L'engagement commence dès 9 h. Les Autrichiens s'acharnent à bombarder Marengo. C'est le déluge de feu, la tempête de projectiles face aux soldats français qui tentent de tenir leur ligne. La canonnade, qui dure plusieurs heures, permet de faciliter l'avancée de l'infanterie. Les Allemands ne se font pas attendre. Aux tirs de canon se substituent rapidement des volées de plomb, des pluies de balles, tirées à répétition pendant plusieurs heures. Les hommes de Mélas, supérieurs en nombre, réussissent leur percée sur le centre. Le général Victor est presque à court de munitions. Il ne sait plus comment défendre Marengo et il choisit de battre en retraite. De son côté, le général Lannes, qui ne veut pas risquer lui aussi de se faire déborder sur sa gauche, doit reculer dès les environs de 14 h. Bonaparte, depuis son quartier général, regarde sa ligne de défense se débander de toutes parts. Que peut-il faire alors? Ce serait le moment parfait pour que les renforts débarquent sur le champ de bataille. Mais à cet instant de la journée, on reste sans nouvelles de la division Desaix ou de la division La Poipe. Le premier consul n'a donc pas le choix. Il faut reculer. Il faut sauver ce qui peut l'être encore et se retirer en bon ordre. Il se rue alors lui-même au milieu des combats, avec ses troupes de réserve. Il s'affiche devant ses hommes, du haut de son cheval, pour donner personnellement ses consignes aux officiers. C'est donc une chance inouïe qu'un boulet allemand ne l'ait pas tué en pleine manœuvre. Mais sa présence rassure les soldats, et ils parviennent à effectuer leur mouvement de repli avec discipline et calme vers le village de San Giuliano. Mais à peine la retraite entamée, les généraux français pensent à la suite. La fin de la journée s'annonce infernale. Les environs de Marengo, ce sont des plaines immenses, des plaines à perte de vue. Il n'y a presque pas de collines, pas de villes, pas de ruisseaux, presque rien pour faciliter les défenses. De son côté, von Mélas explose de joie. Enfin l'Autriche qui se venge de Bonaparte. Il s'empresse de retourner vers Alexandrie. Il veut y retourner pour écrire la lettre suivante. Voilà qu'en ce jour, lui-même, le feld-maréchal von Mélas, a lavé les humiliations de Castiglione, d'Arcole, de Rivoli. Il veut annoncer, par sa plume, que les Français seront chassés, très bientôt, de l'Italie du Nord. Mais alors que le feld-maréchal a laissé ses troupes poursuivre l'ennemi, alors qu'il est en train d'écrire la lettre annonçant la victoire contre Bonaparte, voilà que subitement, alors que l'on ne l'attendait plus, le général Desaix débarque sur le champ de bataille. Le premier consul lui annonce pourtant que la partie est perdue. Mais Desaix le convainc du contraire. Il reste encore du temps avant la tombée de la nuit, et les Allemands n'ont pas prévu l'arrivée de renforts. En définitive, Desaix pense qu'il est possible de tendre un piège à l'ennemi. Le général ordonne donc que les nouveaux canons soient disposés à l'entrée de San Giuliano. Les troupes de Mélas, persuadées que les Français sont en fuite, se ruent naïvement vers le village. Les artilleurs de Desaix fracassent alors l'offensive à la mitraille. Les pertes sont terribles côté autrichien. Et tandis que l'avant-garde est complètement désorganisée, voilà que tout à coup, Desaix met son infanterie en ligne de bataille pour prendre son adversaire par surprise. Dans le même temps, Bonaparte ordonne une charge de cavalerie, de toute la cavalerie disponible. Cette manœuvre, pour le premier consul, c'est le tout pour le tout. Si la contre-attaque échoue, si les cavaliers et les renforts de Desaix ne parviennent pas à prendre le dessus, c'en est fini de la campagne d'Italie. Mais les choses tournent à l'avantage des Français, même si Desaix, l'un des tout meilleurs généraux de la République, finit par tomber sous le feu adverse. Il faut alors toute la détermination des cavaliers pour venger la mort de leur commandant et pour mettre les Autrichiens en déroute. Au final, la bataille de Marengo est une victoire pour le premier consul. Vers les 7 h du soir, von Mélas, qui pensait avoir remporté la partie quelques heures plus tôt, doit accepter sa défaite et se replier vers le nord.
La victoire de Marengo est une victoire in extremis. Bonaparte a bien failli retourner bredouille dans la capitale, mais le destin en a choisi autrement. Le premier consul, fort de son succès, peut alors asseoir son autorité auprès du gouvernement. Le pari de la synthèse, dont nous avons dessiné les grands traits tout à l'heure, semble fonctionner, du moins pour l'instant. Et cette volonté d'entre deux, de n'être ni trop républicain, ni trop royaliste, est aussi promue dans les journaux. Pas dans les journaux politiques, bien sûr, ils sont censurés pour la plupart, mais dans de nouveaux genres de magazines qu'on invente pour les remplacer. Par exemple, le journal des dames et des modes est une illustration parfaite pour décrire comment le politique sert à contrôler les mœurs. Dans ce journal, on y vante les progrès apportés par la Révolution à la condition des femmes. On y parle librement du divorce, du droit de se pavaner sans être sous le contrôle resserré du mari. Mais on rappelle aussi à ces lectrices que les obligations qu'elles avaient sous l'Ancien Régime ne sont pas révolues pour autant. On y vante la femme qui prend soin de son homme, qui est à son service pour entretenir le confort du foyer et faire des enfants. En un mot, la synthèse politique de Bonaparte promeut aussi une synthèse sociale. Les mœurs se sont libérées, mais pas d'excès, pas de zèle, car la partie n'est pas finie. En effet, sur la scène extérieure, si l'Italie est repassée sous le contrôle de Paris, la guerre fait encore rage au nord des Alpes. Le général Moreau y mène une brillante campagne. Il remporte victoire sur victoire, gonflant le moral de ses hommes à chaque kilomètre parcouru. Il finit même par pénétrer en Bavière, mais le temps qu'il atteigne Munich, l'hiver est déjà là. Les flocons de neige, le froid, le givre, son armée n'est pas prête à combattre dans ces conditions. L'offensive est donc stoppée net à la fin du mois de novembre. Du moins, c'est ce que pensent les Autrichiens. Eux, ils sont persuadés que les Français n'oseront pas continuer dans ces conditions. Et lorsque Moreau annonce un mouvement de repli, l'archiduc Jean y voit une occasion inespérée de reconquérir le terrain perdu. Aussi, en décembre 1800, les Autrichiens s'élancent à la poursuite de leurs ennemis qu'ils pensent en déroute. Et pour ce faire, ils doivent progresser à travers une forêt profonde, fort boisée, dont les routes en hiver sont presque impraticables. Mais l'occasion est trop belle de reconquérir du terrain. Alors Jean, pour gagner du temps, divise son armée en 3 colonnes. Chaque colonne prend une route différente, et toutes ces routes ne mènent que sur une seule issue possible. Et cette issue, c'est la clairière d'un village appelé Hohenlieden. Une clairière où Moreau a fait dissimuler ses canons, ses hommes et toute son armée. Son mouvement de retrait, c'était un piège, un simulacre, un traquenard dans lequel les Autrichiens se sont jetés naïvement et tous à la fois. Car à peine pointent-ils leur nez hors de la forêt, voilà qu'ils sont surpris par des tirs de boulets. Leurs têtes de colonne se font dépecer, littéralement, par le feu français. Pire, l'archiduc Jean ne peut même pas coordonner une défense efficace, car comme nous l'avons dit, les Autrichiens ont pris des routes séparées, et la communication entre les troupes est impossible. C'en est rapidement fini pour Moreau. Il engage son adversaire avec toutes ses forces disponibles. Et dans la cohue, l'agressivité d'un jeune officier, Michel Ney, est remarquée par ses supérieurs. Ce jeune homme, simple fils de tonnelier, de seulement 31 ans, dont rien ne prédisposait à une carrière militaire, fait preuve d'une activité débordante. Lors de la bataille de Hohenlieden, il transforme le traquenard de Moreau en une véritable correction pour les Autrichiens. Le 3 décembre 1800, c'est le quart de l'armée des Habsbourg qui est mise hors de combat. Jean perd plus de 10 000 hommes contre à peine 2 000 chez les Républicains. Bref, le Saint-Empire est à bout de souffle. Une défaite en Italie, une défaite en Bavière, et voilà que Moreau n'est plus qu'à 100 km de la capitale. L'empereur n'a plus le choix. S'il veut éviter la catastrophe, il doit s'incliner, encore une fois, devant les troupes de la République. Le 2 février de l'an 1800, à Lunéville, l'Autriche et les États allemands signent la paix avec la France. L'Angleterre, bien qu'intouchable en l'absence de flotte française, finit elle aussi par signer la paix à Amiens en 1802. Bonaparte aurait-il alors réussi son pari? La République serait-elle enfin, après 10 ans de guerre entre la Révolution et l'Europe, à l'abri de tous les dangers? Pas nécessairement. En effet, personne n'est vraiment satisfait de ces traités. Tout le monde sait que tôt ou tard, la guerre va reprendre de plus belle. Mais comment alors expliquer cette hostilité croissante entre les belligérants? Pour le comprendre, il peut être utile de se placer du point de vue des grandes puissances de ce temps, et notamment de la France et de l'Angleterre. Pour Londres, la Révolution française a été une bénédiction. La France de Louis XVI était en effet le plus puissant et le plus dangereux de tous les concurrents de la couronne britannique. Si l'on regarde par exemple le commerce colonial, Versailles était le premier exportateur mondial de sucre jusqu'en 1792.
Seulement, la Révolution a détruit cet avantage. Elle a laissé les plantations sans défense face aux appétits des Anglais, des Espagnols et bien sûr face à la révolte des esclaves. Bref, le commerce s'est non seulement arrêté, mais de plus, les facteurs de production ont été anéantis. Et c'est exactement la même chose du côté de la métropole. La guerre civile entre Chouans, Vendéens et Républicains a saccagé l'ouest de la France. Le port de Brest, le port de Nantes ont subi les révoltes de plein fouet. Dans la cité nantaise, Jean-Baptiste Carrier a même porté le coup de grâce. Il déclarait, en 1793, que tous les riches, tous les marchands étaient des contre-révolutionnaires. « Dénoncez-les-moi, demandait-il à ses partisans, et je ferai rouler leur tête sous le rasoir national. » Nantes subit alors une véritable saignée. L'afflux de prisonniers vendéens crée une situation de surpopulation dans un contexte de famine et de pauvreté. Le typhus fait son apparition. Les poux envahissent les prisons. Ils contaminent les gardes, puis ils contaminent la ville. Carrier fait en catastrophe noyer tous les prisonniers vendéens pour dépeupler les prisons. Mais c'est trop tard. Nantes perd près de 15 000 habitants en seulement quelques années, soit 1/7 de sa population. Quant aux marchands, quant à ceux qui faisaient tourner le commerce et ceux qui donnaient de l'emploi à la moitié de la ville, ils sont partis, et beaucoup d'entre eux se sont réfugiés chez les Anglais. Du point de vue de Londres, les Français ont détruit leurs actifs dans les Antilles. Ils ont aussi détruit leur marine, mais de plus, ils ont organisé un immense mouvement de capitaux depuis le continent jusque sur les îles britanniques. On comprend alors que dans ce contexte, Paris exige que l'Angleterre rende ce qu'elle a pris. Mais du point de vue de Londres, si elle le fait, si elle rend aux Français leur possession dans les Antilles, alors la République aurait les capitaux nécessaires pour s'industrialiser et dominer par là même le commerce européen. Les débouchés marchands de l'Angleterre sur le continent en souffriraient de manière atroce. Et le raisonnement vaut aussi pour la Prusse, pour la Russie, pour l'Autriche, qui ont besoin, eux aussi, de l'Italie et des États allemands pour faire tourner leurs économies. En définitive, si la France veut une paix durable, elle doit renoncer aux conquêtes de la Révolution. Sauf que le premier consul refuse catégoriquement. Il sait que la guerre peut reprendre très bientôt. Abandonner les Flandres, la Suisse ou l'Italie, ce serait se priver d'un glacier protecteur. Bref, la politique européenne semble se mettre en marche vers un conflit généralisé. On pourrait alors résumer la situation avec le schéma suivant. Plus la Révolution divise la France d'un point de vue politique, plus le pays, comme nous l'avons vu, souffre d'un manque de capitaux. Et plus la France manque de capital, plus elle dépend des prélèvements imposés à ses riches voisins, comme la Hollande, l'Italie, la Suisse ou la Belgique. Comportement qui exaspère les puissances européennes, qui menacent alors de prendre les armes contre la République. Bref, à l'instabilité politique, au manque de capital, résulte une situation de tension diplomatique entre la France et l'Europe. Et plus la tension est palpable, plus les rois de Prusse, d'Autriche, de Russie et d'Angleterre soutiennent les royalistes français, dans l'objectif de déstabiliser le pouvoir français depuis l'intérieur. On peut citer, en exemple, l'attentat de la rue Saint-Nicaise, perpétué le 24 décembre 1800 à Paris. À la sortie de l'opéra, le Breton est accompagné d'une poignée de fidèles. Il fait installer une charrette piégée, rue Saint-Nicaise, où il attend Bonaparte qui s'approche, lentement, très lentement, du traquenard tendu par les royalistes. La garde républicaine, en cette veille de Noël, relâche un peu sa concentration. Tout le contraire bien sûr pour les terroristes, qui eux sont sur le qui-vive. Et à mesure que la carriole consulaire approche, l'adrénaline commence à monter. L'angoisse de ne pas réussir, la peur de se faire arrêter. Les hommes de Cadoudal tergiversent, ils hésitent, ils ne savent plus à quel moment précis allumer la mèche. Et lorsque le signe est finalement donné, les terroristes enflamment la traînée de poudre, fuient les lieux en courant, quand soudain, l'explosion souffle la rue Saint-Nicaise. Les maisons commencent à brûler, la fumée fait qu'on n'y voit plus rien, les oreilles sifflent, mais le coup est raté, le piège s'est déclenché trop tard. Bonaparte est vivant, même pas blessé, sain et sauf. C'est donc un raté pour Georges Cadoudal. En revanche, les conséquences de l'attentat, elles, sont bien plus sérieuses. Le pays est toujours instable politiquement. La République serait donc enfermée dans un cercle vicieux dont la seule issue possible semble être la guerre. Bref, l'élite politique doit donc se réunir en urgence pour déterminer les actions nécessaires afin d'étouffer la menace intérieure tout en prévenant l'émergence d'un nouveau conflit aux frontières de la France.
Entre les années 1800 et 1804, la perspective du retour d'un conflit entre la France républicaine et l'Europe monarchiste semble plus que jamais d'actualité. Dans le paysage politique français de l'époque, il semble donc que la synthèse du consulat est un échec. Du point de vue des députés, comme de l'élite parisienne ou de Bonaparte, il faut déterminer une stratégie qui permette d'enrayer le cycle des événements qui maintient la France et l'Europe dans une situation de conflit permanent. D'abord, couper court à l'instabilité politique. Mais comment faire? Comment faire plus? Car le consulat consacrait déjà un pouvoir exécutif renforcé. La solution consiste alors à rétablir la dimension sacrée du gouvernement, rendre au pouvoir sa dimension divine, intouchable, inébranlable. En quelque sorte, il ne s'agit ni plus ni moins que de rétablir une sorte de monarchie. Mais peut-on vraiment demander aux Bourbons de remonter sur le trône? La question se pose, bien sûr, mais les républicains, eux, refusent. Quant à Louis-Philippe, un autre candidat au trône, il est encore trop jeune et trop inexpérimenté pour diriger la France en ces temps de troubles. En définitive, la couronne, ce n'est pas à Louis XVIII qu'il faut la donner, encore moins à Louis-Philippe, mais plutôt à Napoléon Bonaparte. Ce dernier, après tout, a la confiance de l'armée pour ses talents. Il a la confiance des industriels pour avoir proclamé le code civil. Il peut donc très bien devenir roi, roi ou empereur des Français. Car dans l'idée de l'Empire subsiste intrinsèquement la notion d'immortalité et de stabilité du pouvoir. L'élite politique espère que cette stabilité retrouvée permettra à l'économie française de retrouver la vigueur qui était la sienne avant la Révolution. L'Empire promet de recapitaliser les entreprises avec la création d'une nouvelle monnaie, le franc germinal, dont la stabilité est garantie par de nouvelles institutions comme la Banque de France ou la Cour des comptes. Mais la stabilisation de l'économie ne serait possible que si les Européens acceptent la paix. Là encore, la fondation de l'Empire convient à l'élite politique. En plaçant à sa tête le meilleur général de la Révolution, on espère que le champion des idées libérales de 1789 saura terrasser ses adversaires. Et ce faisant, alors l'armée des émigrés, les soutiens indéfectibles de Louis XVIII, seront contraints d'abandonner tout projet de restauration de la monarchie. Mais il serait imprudent, en revanche, de penser que Napoléon Bonaparte ne profite pas de cette situation. Le Corse se débarrasse de ses opposants. Il fait en sorte que rien ni personne n'entrave sa marche vers le pouvoir impérial. Les opposants sont arrêtés, certains sont condamnés, d'autres, comme le général Moreau, grand vainqueur de Hohenlieden, sont exilés vers les États-Unis. Ainsi, le 2 décembre 1804, en la cathédrale de Notre-Dame de Paris, le général Bonaparte, 35 ans, coiffé de la couronne impériale, devient Napoléon Ier, empereur des Français. Quelles seront alors les options choisies par le souverain pour stabiliser le pays après 15 années de troubles? Pour le découvrir, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à laisser un commentaire en bas de la vidéo et rendez-vous au prochain épisode.